Bonsoir à toutes et tous. En tant que président du comité scientifique, je suis donc très heureux d'accueillir ce soir la conférence de Marie-Laure Tanon sur la loi montagne. Dans le cadre des conférences et des mardis du comité scientifique, hein. Jusqu'à présent, c'est essentiellement des membres du comité scientifique qui ont présenté des conférences et je suis très heureux de pouvoir ouvrir ces conférences du comité scientifique à des personnes qui viennent d'autres horizons. Pour donner un petit peu le déroulé de la conférence, elle va se dérouler donc en deux temps. Une première partie qui va porter principalement sur le contenu de la loi montagne elle-même et ses évolutions depuis 1985. Il y aura ensuite un petit moment d'échange et de questions. Et puis, il y aura une deuxième partie donc, qui sera centrée davantage sur les enjeux d'aujourd'hui de la loi montagne, en sachant qu'un acte 3 de la loi montagne est en préparation et que donc il faut essayer d'imaginer des perspectives et des propositions possibles pour faire évoluer cette loi dans le sens d'une plus grande protection de l'environnement. Pour commencer, peut-être un petit mot de présentation de Marie-Laure, hein, pour rappeler son parcours. D'abord, la découverte de l'escalade sur les rochers de Fontainebleau, hein, en parisienne, et puis la découverte de la montagne, hein, avec l'alpinisme, le ski de randonnée, les grandes classiques que tu évoques avec beaucoup de modestie, et ton adhésion également très tôt, hein, au Club alpin français. Tu as été donc membre du comité directeur de la FFCAM pendant plusieurs années et responsable du milieu, en particulier du milieu montagnard. Tu as également représenté la FFCAM et France Nature Environnement au sein du Conseil national de la montagne. Sur le plan professionnel, tu as aussi une carrière donc, tournée vers les préoccupations environnementales, hein, puisque tu as été haut fonctionnaire et que donc tu as travaillé essentiellement, en tout cas longtemps, au ministère de l'Environnement. Mais peut-être, Marie-Laure, peux-tu nous dire en quelques phrases ce qui t'a conduit finalement à t'intéresser à l'environnement? Alors, j'y suis arrivée d'abord par la montagne, je dirais, la sensibilité à la nature, à la beauté de la nature, à la vie en montagne, parce que je suis tombée dans la marmite étant tout enfant comme Obélix dans la potion magique, puisque je suis d'un milieu montagne. Mon père était alpiniste et je vais y revenir. Un oncle, nos deux parrains, mon frère et moi. On a vraiment des cousins, on a vraiment baigné là-dedans dès l'enfance, puisque pour les plus anciens d'entre vous, le nom de Lucien Devy vous dira quelque chose. Je suis la fille de Lucien Devy, qui est moins connu comme alpiniste des années 30 que comme dirigeant de la Fédération française de la montagne et du club alpin pendant près de 30 ans, entre 45 et 73. Voilà, ça commence à dater, mais les plus âgés d'entre vous, ça leur dira peut-être quelque chose. Ensuite, c'est encore mon père qui a joué un rôle important dans ma vocation parce que vers mes 15-16 ans, à l'époque de l'adolescence où on commence à réfléchir à ses orientations d'études et de voie professionnelle, il m'a conseillé de lire un livre sur lequel il était tombé lui-même, un livre de Jean Dorst, qui était à l'époque directeur du Muséum national d'histoire naturelle, Avant que nature meure. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, probablement pas. En tout cas, ça a été un des premiers grands plaidoyers pour la défense de l'environnement, un premier cri d'alarme sur sa dégradation. Et il n'y a sans doute pas grand-chose qui aurait à changer de ce livre. En tout cas, tout ce qui est dit serait encore valable aujourd'hui, sauf que d'autres problèmes se sont surajoutés, je dirais. Et à la même époque, papa était extrêmement investi dans la création du parc national des Écrins, qui a été une très très longue affaire. Je pense que ça s'est tiré sur 8 ou 10 ans de contacts préparatoires. Et
Et comme il était un homme extrêmement efficace, enfin il cherchait à être très efficace, pendant cette période, il a passé le plus souvent ses vacances de montagne dans le Briançonnais, à proximité du parc des Écrins, et il joignait chaque jour ou tous les 2 jours chaque balade dans un coin différent du parc national, dans une commune différente, et il prenait rendez-vous avec le maire et donc, j'accompagnais mon père à la fois dans les balades et dans le rendez-vous avec le maire, et ça me passionnait de voir ces discussions et les enjeux et les différences de point de vue, les craintes et les attentes autour de la création de ce parc national. Et ça, dès que ces deux éléments, et d'autres évidemment peut-être moins importants, ont vraiment déclenché ma vocation dès cette époque-là, et j'ai orienté mes études et ma carrière professionnelle entièrement, tout le long de ma vie, sur le droit et la politique de l'environnement, avec constance, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et à la retraite, j'ai voulu m'engager sur le plan bénévole, et j'ai choisi le club alpin pour m'y investir parce que dans tout l'environnement, tout m'intéresse, mais la montagne me tient particulièrement à cœur. Merci. On va donc aborder peut-être une courte introduction concernant l'affirmation des sensibilités environnementales dans les années 70. Euh, donc, après la Grande Guerre, donc, la France s'oriente vers un effort de reconstruction. Et dans les années 60, avec l'accession du général de Gaulle au pouvoir en 58, elle connaît un essor économique tout à fait remarquable, avec ce qu'on a pu appeler les Trente Glorieuses. Euh, c'est une période donc dans laquelle l'État est souvent qualifié d'un État bâtisseur, hein, qui va s'attacher à réaliser de grands programmes d'aménagement, hein, aménagement sur le plan des équipements scolaires, sur le plan des équipements sportifs, mais aussi aménagement dans le domaine de la montagne avec le fameux plan neige à partir de 62, hein, qui voit finalement sortir presque ex nihilo de nouvelles stations de sport d'hiver, hein, pour essayer de lutter contre la désertification des territoires de montagne et puis répondre à une aspiration, hein, des Français pour davantage de loisirs. C'est une période aussi où le général de Gaulle a une grande ambition, hein, pour la France. Il vise à rétablir son rayonnement sur le plan international. Et ça passe par toute une série de réalisations de prestige, hein, le paquebot France, le Concorde, la Caravelle, mais aussi un programme ambitieux sur le plan nucléaire, hein, à la fois civil et militaire. Et on peut dire que c'est une période qu'on a qualifiée par la suite de technocratique, hein, même si faudrait évidemment nuancer, et dans lequel on s'embarrasse assez peu, hein, des conséquences environnementales des réalisations. Même si, évidemment, il y a aussi des avancées sur ce plan-là, ah, notamment, Marie-Laure vient d'en parler, hein, le parc national de la Vanoise, mais aussi le rôle de Maurice Herzog, hein, qui joue un rôle important dans la création d'un certain nombre de bases de loisirs, et puis la promotion des classes de neige et classes vertes. Face à cet essor économique et à ce développement un peu technocratique, hein, avec un État dirigiste, un État très centralisé, la période de mai 68 voit finalement s'affirmer, hein, des sensibilités qui étaient déjà en gestation depuis les années 60, hein, qui visent justement à finalement une remise en question de cette société de consommation, hein, auquel la France accède dans les années 60, et puis une plus grande attention finalement à la nature et une remise en question, hein, des avancées technocratiques qui ne tiennent pas suffisamment compte des enjeux environnementaux. Alors, cet engouement pour la nature, il va se traduire concrètement après mai 68 par un certain nombre de communautés qui vont s'organiser pour un retour à la terre, mais également dans le domaine des activités de pleine nature, hein. C'est une période où
les activités de pleine nature connaissent un essor et un succès important auprès de la jeunesse et s'orientent également davantage sur des pratiques en relation avec le respect du milieu naturel, hein. C'est la période où finalement l'escalade artificielle, hein, est critiquée, hein, au profit de l'escalade libre. On parle aussi de vol libre, de toute une série d'activités de pleine nature, hein, qui cherchent finalement à s'intégrer davantage dans la nature. C'est une période aussi sur le plan politique, je vais aller assez vite, hein, mais où après la fin donc de la présidence de Charles de Gaulle, hein, c'est donc Georges Pompidou, hein, qui arrive au pouvoir et qui décède donc en 1974 avec des nouvelles élections qui voient donc un résultat très serré entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, le président Giscard d'Estaing va chercher dans différents domaines à tenir compte finalement des sensibilités nouvelles, hein, sur le plan des politiques donc de la jeunesse, hein, et en particulier, il va s'attacher à avoir une approche peut-être plus intégrée, hein, plus respectueuse de l'environnement. Il fait un discours donc à Val-Louise qui montre son intérêt pour une politique plus spécifique à la montagne, hein, d'aménagement de la montagne, peut-être un meilleur contrôle, une meilleure maîtrise de l'urbanisme. Et en parallèle, hein, on voit qu'au niveau européen également, s'affirment des sensibilités euh, environnementales plus fortes, hein, puisqu'une première directive européenne pour la protection des oiseaux est votée, donc, est votée en 79 et va devenir une référence, hein, ensuite pour les différents États. Bon, voilà un petit peu le contexte, hein. Je brosse les grandes lignes, hein. Il faudrait sûrement nuancer, mais le contexte qui conduit finalement à l'émergence, hein, de la politique qui va ensuite conduire à l'élaboration de la loi montagne de 1985, hein, que Marie-Laure va nous présenter maintenant de manière plus détaillée. Alors, bonjour à tous. Merci de voir cet intérêt aussi important pour cette toile montagne. J'espère que ça va susciter ou développer beaucoup de vocations pour sa défense, sa mise en œuvre. Bien sûr, je pense là surtout à sa dimension environnementale, qui n'est pas la seule, on va le voir, et à la surveillance, à l'investissement dans ces évolutions qui se préparent. Dans cette première partie, trois thèmes: un objet à la fois connu et inconnu, les évolutions depuis 1985 et aujourd'hui, la loi montagne, c'est quoi? Voilà, il s'agit de savoir de quoi on parle. Et la seconde partie sera beaucoup plus prospective et en débat sur ces évolutions à venir. Alors, beaucoup de monde en parle, moi je l'entends souvent évoquer, vous aussi. Il faut penser à la loi montagne, il faut appliquer la loi montagne, il faut respecter la loi montagne, mais on ne sait pas très bien quoi. Euh, Chez les élus, beaucoup la revendiquent pour la défense des droits des territoires de montagne et invoquent surtout deux notions souvent assez vagues dans leur tête encore: le droit à la différence et la solidarité nationale. Mais on l'oublie aussi, on la méconnaît, à la fois parce que peu de personnes sont capables de citer précisément les clauses auxquelles il se réfère vaguement, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, on verra pourquoi, que c'est encore plus vrai qu'en 85. Et on l'oublie aussi parce que malheureusement, dans un certain nombre de domaines, elle est insuffisamment appliquée, insuffisamment respectée. Et c'est souvent le milieu associatif qui sert de veilleur, alors que ce n'est pas normalement son rôle dans une république euh, gouvernée par le droit. Au fil du temps, nous allons voir qu'elle est devenue
ce que j'ai appelé, en pensant à cette conférence, un OLNI, un objet législatif non identifié. Elle a été créée en 1985 sous l'intitulé Développement et protection de la montagne, et ceci, son intitulé fait exactement écho à l'introduction d'Olivier, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une demande prioritaire, ça vient en premier, de développement des territoires de montagne dans la continuation des Trente Glorieuses, mais on veut trouver un équilibre avec la protection de la montagne. Donc, une loi de développement et protection de la montagne. Innovation fondamentale, c'est la première loi qui ne s'applique que sur une partie du territoire national. C'est une grande innovation. Il y aura la loi littorale dans la même foulée quelques mois plus tard. Ensuite, elle a évolué parce qu'elle a été très largement codifiée. La codification, c'est une démarche nationale entreprise depuis plus de 30 ans par la France pour que toute loi soit dans un code et que toute modification intervienne directement dans le code, de sorte qu'en prenant un code, on ait immédiatement des lois ordonnées, organisées selon un plan et perpétuellement à jour. Et donc la loi montagne s'est trouvée prise dans cette démarche de codification. Ensuite, elle a été de nombreuses fois depuis, enfin pas tellement que ça, enfin si, de nombreuses fois modifiée dans le texte de 85, notamment dans ses éléments codifiés, et très largement amendée en 2016. Alors, pourquoi a-t-on adopté cette loi de 1985 de développement et de protection de la montagne? Qu'est-ce qui a conduit à ça? Il existait déjà des prémices en 1977 avec ce qu'on appelle une directive d'aménagement du territoire qui s'était déjà emparée de ces enjeux, surtout de protection, pour un peu faire contrepoids à ce développement économique, immobilier et touristique un peu débridé. Et puis, la décentralisation des lois de fer en 1982 est arrivée avec une très, très large transmission de compétences aux collectivités locales et notamment l'urbanisme devient une compétence locale. Or, dans le même temps, beaucoup de personnalités, notamment politiques, ont parfaitement conscience qu'en montagne, comme sur le littoral, où la loi sera tout à fait parallèle, il y a une pression touristique et immobilière très forte à laquelle les petites communes, surtout les petites communes et même les grandes communes de montagne, ne sont pas armées pour se défendre, pour avoir une vision d'ensemble à l'échelle communale. Et qu'il faut donc, par exception à la décentralisation de l'urbanisme, avoir un encadrement national de l'urbanisme en montagne. Et ce sera une grande partie de la loi de 85. Alors, à la base, du point de vue des élus de la montagne, il y a une revendication de longue date d'un droit à la différence. Et le sentiment d'ailleurs qui s'exprime, encore aujourd'hui, je l'ai vécu à plusieurs reprises au Conseil national de la montagne, un sentiment des élus des territoires de montagne qui sont incompris. Paris ne comprend rien à la montagne, à leurs difficultés particulières, à leurs préoccupations. Cette revendication s'appuie aussi sur l'idée qu'il y a un retard de développement des territoires de montagne en 1985, que la montagne subit des handicaps naturels qui expliquent son retard de développement et donc elle a besoin de mesures plus favorables à son développement que d'autres territoires et elle a besoin de la solidarité nationale, ce qui évidemment dans l'esprit des élus implique des financements accrus et spécialement renforcés pour les territoires de montagne. Et dans le même temps, toujours à cette époque en 1985, il y a un contraste aigu entre des territoires de montagne qui sont l'objet encore d'un intense exode rural qui continue encore à cette époque, et de l'autre côté, de grandes zones touristiques qui, elles, se développent et maintiennent ou développent aussi leur population. Donc, il faut prendre tous ces éléments
en compte et les mettre en balance. Oui, j'ai oublié de dire une chose importante à propos des motifs là, de la loi de 85, quand je parle du sentiment d'incompréhension des montagnards, notamment à la suite du plan neige et de la création de ces stations à grande échelle, conduites par des promoteurs avec des moyens considérables, qui achètent pour une bouchée de pain les terrains des habitants et puis ensuite qui maîtrisent la totalité du développement. Il y a le sentiment, un besoin de se défendre, de reconquérir son autonomie, de reconquérir la maîtrise de son avenir pour beaucoup de ces communautés montagnardes et d'avoir les moyens d'imposer leur point de vue et de pas seulement dépendre des forces économiques. Ça va être une des démarches importantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la loi montagne de 1985? Comme je vais la détailler davantage en disant ce qu'il y a encore aujourd'hui et que ça se ressemble beaucoup, je vais passer rapidement sur les thèmes qui sont traités. Il y a d'abord la création d'institutions propres à la montagne, institutions qui s'appuient sur une définition de la montagne, des communes de montagne, et donc sur des institutions de niveau national, le Conseil national de la montagne, et dans les massifs, les comités de massifs. Deuxième thème, le droit à la différence, qui est inscrit dans la loi et qui est un des articles les plus invoqués, comme je le disais en introduction, notamment par les élus locaux. Il y a un volet sur le développement agricole qui concerne des questions d'aménagement foncier, de gestion agricole, pastorale et forestière, de produits de qualité destinés à une meilleure organisation de l'agriculture de montagne et notamment de gestion des alpages. Il y a un volet sur le développement touristique avec l'introduction d'une idée que je considère comme révolutionnaire et dont on parle pas tellement quand on parle de la loi montagne, c'est l'insertion dans la loi d'un principe de contrôle communal ou local, ça peut être la communauté de communes ou un syndicat intercommunal, mais d'un contrôle local par les élus sur le développement touristique, avec la possibilité pour eux, le droit pour eux, d'imposer à tout investisseur touristique une convention qui cadre à la fois la réalisation et la gestion, et l'avenir des équipements touristiques prévus. Ensuite, il y a un volet sur les règles d'urbanisme spéciales, celles que j'expliquais qui viennent cadrer ces règles d'urbanisme en contrepoids à la liberté locale sur les documents d'urbanisme et qui représentent l'essentiel des règles qui protègent la montagne. C'est le principal volet protecteur. Ce n'est pas tout à fait le seul, mais c'est le principal. Il y a un volet sur la pluriactivité et le travail saisonnier, thème qu'on va voir revenir de manière récurrente. Et enfin, une série de dispositions sur des financements spécifiques, des fonds dédiés, une taxe sur le ski nordique, une taxe sur les remontées mécaniques qui, je crois, existent toujours, et d'autres articles, mécanismes de financement qui, depuis, ont été très largement remaniés. Alors ensuite, que s'est-il passé entre 1985 et 2016? Donc, la loi a d'abord été frappée, je dirais, par un mécanisme uniquement juridique et pas politique, qui est la démarche nationale de codification de l'ensemble des lois. Et à l'époque, certains ont plaidé pour un code de la montagne, mais cette idée n'a pas été retenue, d'autant que les dispositions propres à la montagne touchent des quantités de champs, comme on l'a vu, l'agriculture, le tourisme, les sports, l'urbanisme. Cette idée a été rejetée. Et donc, la loi montagne s'est trouvée découpée au fur et à mesure que la codification avançait, enfin découpée et réinsérée dans une série de codes dont au moins 4 principaux. Et certains auteurs, j'ai lu que certains auteurs prétendent qu'on trouve des clauses propres à la montagne dans 26 codes différents. Je suis un petit peu sceptique, mais enfin, c'est pas absolument impossible. Les principaux sont les codes de l'urbanisme, de l'environnement,
le code du tourisme et le code rural que j'ai omis de citer là sur les questions agricoles et forestières. Alors, elle est frappée, cette loi, elle a donc un volet très important, surtout de notre point de vue protection de la montagne, un volet très important sur l'urbanisme. Et comme l'urbanisme connaît en lui-même, sur le plan national, quantité de réformes importantes, à chaque fois, ça se répercute à des degrés divers sur le volet urbanisme de la loi montagne. La principale innovation, c'est l'introduction des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, et on va les retrouver chaque fois que je vais revenir sur ces clauses d'urbanisme. Et puis, je dirais assez vite, non, mais surtout à partir des années 2000, je dirais, il y a périodiquement une remise en cause de la loi, notamment dans ces clauses de protection de l'environnement et dans ces clauses spéciales d'urbanisme, parce que les élus locaux de ces territoires se plaignent d'avoir finalement plus de contraintes que les autres, d'être plus encadrés, alors que ce qu'ils attendent d'une loi montagne, c'est plus d'avantages et plus de financement, mais pas plus de contraintes. Et donc ça, c'est un thème qui va revenir à intervalles réguliers. Ensuite, une étape très importante, c'est la loi Montagne 2 de 2016, qui a fait suite à ce qu'on a appelé l'acte 2 de la loi Montagne, c'est-à-dire sur la période 2015-2016, une série de consultations très larges sur la politique de la montagne et les législations applicables à la montagne, qui aboutit donc dans cette loi du 29 décembre 2016, qui s'appelle pour sa part Modernisation, développement et protection des territoires de montagne. Vous notez qu'on retrouve le même titre, développement et protection des territoires de montagne, avec l'ajout de modernisation, parce que l'idée c'est de se mettre au goût du jour, de prendre en compte les enjeux qui ont évolué entre 1985 et 2016. Alors, dans les grandes lignes, c'est une refonte générale des institutions, mais l'architecture demeure, mais on retouche à peu près tout ce qui concerne les institutions propres à la montagne. Bien entendu, on revient une fois de plus sur le chapitre urbanisme, et ça va, là encore, une fois de plus, dans le sens, globalement, d'un assouplissement, pas majeur, mais d'un assouplissement quand même. Et bien que le titre annonce un volet sur la protection de la montagne, il n'y a quasiment rien sur la protection de l'environnement. Voilà, et on retrouve les thèmes qui sont récurrents depuis 1985, la différenciation, la pluriactivité, et les élus qui travaillent constatent que ça n'a pas avancé depuis 1985, et en fait, cette loi ne va pas tellement davantage faire avancer ces thématiques. Et depuis 2016, eh bien, on a toujours cette contestation rampante du volet urbanisme, qui revient oralement dans les discours, mais qui n'a pas été traité depuis 2016 quand même. C'est des textes très compliqués, on les retouche quand même pas chaque année. Mais un certain nombre de tentatives pour introduire encore des assouplissements supplémentaires dans telle ou telle disposition plus ponctuelle. Et ça a touché le défrichement forestier, les règles sur l'implantation du photovoltaïque au sol, les lis-skis, et j'ai oublié là les loisirs en moto-neige. Alors finalement, c'est quoi la montagne aujourd'hui? Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que c'est un OLNI, un objet législatif non identifié, parce que autant la loi de 85 était connue, autant ces éléments dispersés sont plus difficiles à appréhender aujourd'hui. Et puis, comme ils ont évolué, chacun n'est pas au courant du détail des évolutions, donc on ne sait pas très bien où ça en est. Et donc, elle est honnêtement difficile saisir aujourd'hui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est l'un des objets de la conférence de ce soir,
que d'en expliquer la teneur aujourd'hui. Donc, il existe toujours, si vous allez dans Légifrance, la base de données nationale du droit, vous trouverez toujours la loi numéro 85-30 du 9 janvier 85 modifiée, telle que modifiée notamment en 2016, avec son texte à jour. Et je vais revenir plus en détail sur son contenu. Et puis, de nombreuses clauses dispersées que l'on peut quand même repérer chaque fois que l'on voit les termes en montagne, en zone de montagne, dans les communes de montagne, et parfois plus précisément en zone de montagne au sens de la loi 85-30 de 1985. On sait, on peut dire qu'on est dans la loi montagne parce qu'on est dans des dispositions législatives qui ne s'appliquent qu'en montagne. Et c'est ça, fondamentalement, la définition de la loi montagne. Si on entre un peu plus dans le détail maintenant de la loi 85-30 modifiée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, elle comporte toujours la délimitation de la montagne, des massifs, la liste des communes. Il y a eu tentative de refonte parce que les communes ont évolué. Il y a eu des fusions, parfois des divisions, des communes renommées. Aujourd'hui, on a 5 659 communes classées montagne, ce qui représente 15% du territoire national et 10% environ de la population, 6,3 millions d'habitants, avec en termes de population des évolutions toujours contrastées. Comme on l'avait en 85, on a toujours ces contrastes. Avec des territoires qui ont progressé en population, notamment les Alpes du Nord, et d'autres toujours en perte d'habitants, principalement les Pyrénées, le Massif central, les Alpes du Sud. Alors, les institutions créées en 85 ont continué. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y a quelques mois seulement, dans le cadre d'un énième projet de loi de simplification, quelqu'un a proposé au Parlement de supprimer le Conseil national de la montagne. On ne sait pas très bien pourquoi, uniquement pour faire un coup de balai. Et que je dois dire, il y a eu unanimité pour une fois, aussi bien des associations de protection de l'environnement que des élus de la montagne pour le défendre. C'était une occasion originale et il a été maintenu avec donc les comités de massifs, les commissariats de massifs qui sont des administrations placées auprès des préfets de massifs, car dans chaque grand massif, qui sont souvent répartis, enfin surtout les Alpes et les Pyrénées, entre plusieurs régions. Il y a un préfet de massif qui coordonne l'ensemble des départements du massif du point de vue de la politique de la montagne. Et il y a enfin des conventions interrégionales de massifs qui sont un aspect de la programmation État-région propre au massif et qui s'appelle interrégional quand le massif, comme les Alpes et les Pyrénées, et peut-être les Vosges, mais je ne suis pas très... Non, les Vosges, non, ne sont plus à cheval sur deux régions depuis qu'on les a agrandis. Et donc, c'est surtout pour les Alpes et les Pyrénées qui sont à cheval sur plusieurs régions. Alors, on trouve toujours, deuxième thème, le droit à la différence. C'est toujours le même article 8 qui a été remanié en 2016, allongé, qui est de plus en plus bavard et pour moi pas plus efficace qu'avant. Il a été très peu appliqué, il n'a pas vraiment été amélioré dans son mécanisme. Et je peux citer quelques exemples, quelques rarissimes exemples d'applications concrètes. D'une part, il y a eu un décret sur le régime des eaux et les débits réservés dans les cours d'eau, sous l'influence de Joël Giraud, à l'époque le grand patron de la montagne et président de la commission permanente du CNM.
pour faire adopter pour les cours d'eau méditerranéens, Alpes du Sud, Sud des Cévennes et peut-être quelques-uns des Pyrénées, un régime dérogatoire en matière d'exigence de débit réservé dans les cours d'eau. Et bien entendu, c'était pour obtenir des assouplissements par rapport aux exigences du droit commun et donc une moindre protection environnementale. C'est un des principaux exemples d'application pratique. C'est pourquoi je disais il y a quelque temps à Olivier que ça sert surtout à justifier des dérogations environnementales. Mais pas seulement, parce qu'il y a eu aussi des demandes récurrentes de mise en œuvre qui n'ont jamais été très précisément codifiées, mais qui sont même, quand même inscrites dans les textes en matière de cartes scolaires et de cartes d'équipement de santé pour obtenir que le temps de transport en montagne pour les élèves ou pour les malades soit pris en compte dans la définition de ces cartes et permettent de maintenir un maillage plus serré qu'en plaine. Et puis, en matière d'intercommunalité aussi, après une bataille longue et farouche, les élus de la montagne ont obtenu que les seuils de population pour créer une intercommunalité, lorsqu'il y a eu des mesures autoritaires de renforcement de la coopération communale, que les seuils soient un peu plus bas pour qu'on puisse rester à l'échelle d'un territoire cohérent en montagne, mais parfois pas très peuplé. Enfin, il reste des articles un peu touche-à-tout, comme cette loi touche-à-tout, sur l'éducation, les télécommunications, les aides agricoles, les travaux publics, les marchés publics, la pluriactivité, le travail saisonnier, toujours. On en parle toujours, on ne fait pas grand-chose, mais on en parle beaucoup. Mais dans l'ensemble, qui n'ont pas une portée contraignante très forte. C'est plus des vœux pieux que des mesures très opérationnelles. Ensuite, deuxième grand volet dans le code de l'urbanisme. Alors, je ne vais pas vous lire les textes et vous expliciter les contenus, mais je crois que beaucoup de gens connaissent les règles, au moins ont entendu parler des règles spécifiques au code de l'urbanisme sur le développement touristique et notamment la notion d'unité touristique nouvelle, UTN. Mais il y a bien d'autres clauses dans cette loi qui constituent l'essentiel du volet protecteur de la loi montagne. D'abord, les clauses de la loi s'appliquent à toute personne publique ou privée et à tous travaux, c'est-à-dire même en dehors d'un permis de construire, d'une autorisation de lotissement, d'une déclaration d'utilité publique. La loi s'applique directement à une quantité de matière. Elle est invocable à l'égard directement d'une personne privée et c'est ainsi qu'on peut l'invoquer contre un permis de construire irrégulier, même si le permis de construire, lui, est conforme au PLU. Mais la loi montagne euh, euh, est invocable à tous les niveaux, voilà, d'administration. Ça, c'est une de ses grandes forces. C'est la même chose dans la loi littorale. Il y a une disposition d'interdiction des routes nouvelles en altitude, au-dessus de la limite forestière, qui date de 85, qui est inchangée depuis 85. Il y a une disposition d'inconstructibilité des rives de lac sur sur une profondeur de 300 mètres à partir de la berge, qui date aussi de 85, qui, elle, a été assouplie au fil du temps, c'est-à-dire que la liste des exceptions de ce qu'on peut construire en bord de lac s'est passablement allongée, mais ça reste quand même, à mon avis, assez protecteur par rapport au droit commun. En matière d'urbanisation, le principe fondamental posé dès 85 et qui demeure, c'est celui de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations existantes pour éviter le mitage que nous avons tous beaucoup observé, je pense, dans les territoires de montagne, qui est quand même conséquent. J'ai jamais pu savoir si c'était parce que ce mitage remontait essentiellement à avant 85 ou si c'est parce que la loi n'a pas été très sévèrement appliquée post-85. C'est difficile à dire. En tout cas, toujours est-il
qu'au fil des remaniements dont j'ai parlé, il y a un nombre croissant d'exceptions au principe de continuité qui ont été introduits. Euh, mais le principe demeure et il doit quand même être contraignant si j'en juge que les élus s'en plaignent. Chaque fois que j'entends les élus s'en plaindre, je me dis, bon, bah, c'est que ça, il y a quand même une petite contrainte qui demeure. Le principe aussi est posé de préservation des paysages caractéristiques de montagne, des terres agricoles en fond de vallée, des rives de lac, j'ai fait une redondance, pardon, avec pas des précisions très grandes, c'est un peu des principes qui sont posés, mais dans un certain nombre de contentieux, ce sont des clauses sur lesquelles on a pu s'appuyer et gagner des contentieux. Et puis donc, un développement touristique encadré à partir d'un certain seuil qui est défini par des textes réglementaires, un certain seuil en termes de mètres carrés d'hébergement, en termes de capacité des remontées mécaniques, en termes de surface de domaine skiable, en termes d'équipements de loisirs comme les golfs, les campings, etc. Euh, Aucun de ces équipements ne peut s'installer sauf en dérogation au principe de continuité, sauf une autorisation spéciale, un cadrage spécial par le régime des unités touristiques nouvelles. Alors, dans le Code de l'environnement, autre disposition qui remonte à 1985 et qui n'a pas bougé jusqu'en 2021-22, à partir de laquelle je vais y revenir. Il y a eu une agitation extraordinaire à partir de ça. Euh, c'est une interdiction pure et simple des loisirs motorisés en montagne, l'interdiction de dépose, non pas d'ailleurs seulement par hélicoptère, mais par tout type d'aéronef, de tout type de touristes, qui soient à ski, qui soient à pied, qui viennent pour repartir en parapente. Tout type de dépose pour les loisirs est interdit par la loi montagne depuis 1985. C'est une interdiction que nous envient beaucoup nos pays voisins, notamment l'Italie et la Suisse, qui ont des régimes plus favorables, plus décentralisés, c'est-à-dire que les règles changent selon les cantons, selon les régions en Italie. Mais en tout cas, nos voisins n'ont pas une règle aussi catégorique. Et Olivier a parlé du président Giscard d'Estaing et de l'évolution qu'il a introduit en matière de politique de l'environnement après son élection. Or, il se trouve que le président Giscard d'Estaing aimait beaucoup le ski, c'était un excellent skieur, je ne sais pas si vous le savez. Et dans les années 60, je crois qu'alors il était ministre des Finances, il avait descendu le Mont Blanc à ski avec un guide de Chamonix. Bon, il en était très fier, mais ça avait fait jaser parce qu'il s'était fait déposer au sommet du Mont Blanc en hélicoptère. Voilà. Alors, ça avait attiré l'attention sur ces pratiques de manière évidemment très négative. Et ensuite, il s'est fait repincer plus tard. Je me demande s'il n'était pas président ou c'était peu avant l'élection à la présidentielle. Là, j'ai un petit trou de mémoire. En tout cas, plus tard. Il s'est fait déposer en hélicoptère au Buet, en pleine réserve naturelle du Buet. Il est descendu à ski et là, avec un guide de montagne, et là, il a croisé le président d'un club alpin de la région, qui évidemment l'a identifié, l'a reconnu. Et donc, c'était doublement interdit à l'époque et en plus, c'était dans une réserve naturelle. Donc, c'était le pire endroit où aller. Et alors, il a été pincé. Il a fait mea culpa. C'était dans les années 70, je pense. Et je ne sais pas si c'est avant ou après son élection. C'est peut-être après son élection, 74, son élection. C'est par là, dans cette période-là. Et il a fait amende honorable et il a dit, pour me rattraper, je vais me battre pour l'interdiction absolue de l'héliski. Et il a tenu parole. Et dès 1977, la première directive montagne, il y a eu la première interdiction de l'héliski qui n'était pas encore complètement absolue, mais presque. Et dans la loi de 85, ça a été l'interdiction absolue. Alors, en marge de la loi montagne proprement dite, il y a une autre loi très importante pour la montagne,
qui est aussi au Code de l'environnement, la loi dite 4.4, qui est une loi de la Londe de 1991, qui interdit les loisirs motorisés. Bon, elle est très importante en montagne, d'une part parce qu'il y a beaucoup de loisirs 4x4 en montagne, c'est une tentation, en tout cas forte. Et en particulier, il y a l'interdiction des loisirs en motoneige qui évidemment ne se présente que dans les territoires enneigés et donc c'est un enjeu propre à la montagne. Là aussi, nous avons une législation très rigoureuse qui interdit presque totalement tous ces loisirs, à condition que ce soit des loisirs, bien sûr, pas les activités professionnelles ou de secours ou de services publics, mais des activités de loisirs motorisés et que nous envient là aussi nos voisins. Le malheur, c'est qu'on a des très belles lois, mais alors elle est très, très mal appliquée. Il y a beaucoup d'infractions qui sont sans cesse signalées. Il y a des entreprises qui font la publicité sur le site d'un certain nombre de stations pour des loisirs en motoneige et il ne se passe rien. Il faut que ce soit les associations environnementales qui continuellement déclenchent des contentieux pour qu'il se passe quelque chose. C'est dans le code du tourisme cette fois, dans un livre 3, titre 4, un chapitre, on trouve un chapitre montagne, et c'est là que sont inscrites les clauses que j'ai évoquées antérieurement de maîtrise communale sur le développement touristique qui permet aux élus locaux, communes ou intercommunalités, d'imposer aux aménageurs des conventions qui encadrent l'investissement et l'exploitation des équipements touristiques, mais aussi l'immobilier, les loisirs et bien sûr les domaines skiables. On sait tous que les domaines skiables sont concédés, mais cette procédure de concession ou de conventionnement vaut aussi pour l'immobilier et les équipements de loisirs. Voilà, il y a des dispositions aussi qui permettent de faciliter l'implantation des remontées mécaniques et des pistes de ski par des servitudes particulières. Et ces servitudes ont été récemment étendues à l'ensemble des sports de montagne non motorisés et à l'été et à l'hiver, permettant par exemple d'ouvrir à la promenade les cheminements déployés pour un domaine de ski nordique et permettant aussi, je crois que ce n'est pas très fréquent, de créer, si besoin, une servitude d'accès pour un chemin pour accéder à des sites d'escalade, par exemple. Parmi les mesures dispersées, je n'ai pas identifié les 26, je vais vous épargner ça, moi-même je ne le sais pas. Donc il y a des dispositions au Code rural sur l'agriculture de montagne et la gestion des alpages, au Code forestier des dispositions sur les terrains frappés d'érosion, c'est ce qu'on appelle, ça existait avant la loi montagne, mais ça a été renforcé, la restauration des terrains en montagne. Il y a une disposition qui facilite par rapport au droit commun, le défrichement de terrains agricoles abandonnés à cause de la déprise agricole, reconquis par la forêt et que l'on voudrait défricher pour rendre à l'agriculture, et au Code général des collectivités territoriales et au Code des impôts, il y a des dispositions financières, notamment des clauses de la DGF, la dotation générale de fonctionnement, qui est un des principaux modes de financement de l'État vers les communes, qui comporte la prise en compte de critères liés au facteur montagne. Donc moi, j'aurais peut-être une question concernant l'importance des dérogations. Comment interpréter finalement les, les nombreuses dérogations par rapport au texte qui semblent montrer que finalement, même si la loi s'impose à tous, elle est considérée comme trop contraignante. C'est ce que tu as essayé de nous dire tout à l'heure de la part des élus, alors que pourtant elle a pour vocation de protéger d'une certaine manière l'attractivité de leur territoire. Oui, alors ces dérogations, c'est pas d'ailleurs juridiquement un terme tout à fait exact, parce que ce sont des exceptions qui sont dans la loi. Ce sont des dérogations qui sont inscrites dans la loi. Ce ne sont pas des dérogations illégales pour
piétiner la loi. C'est la loi elle-même qui a dit, bon, on ne construit pas dans les 300 mètres en bordure d'un lac, sauf si c'est pour des observations scientifiques, sauf si c'est pour la baignade, sauf si c'est un hébergement touristique en site isolé lié à la randonnée au long cours, sauf. Voilà, ce sont des assouplissements, j'appelle ça des dérogations, ce sont des exceptions. Alors, pourquoi se sont-elles multipliées? Bien parce que les élus considèrent que c'est un carcan et que eux, j'entends tout le temps, j'ai entendu ça tout le temps pendant mes années au Conseil national de la montagne, ils savent parfaitement défendre leur territoire, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire et donc c'est pas à la loi au Parlement à Paris qui n'y connaissent rien de leur dire comment il faut faire et pas faire. Donc, au fil du temps, et là-dessus, il y a une sorte d'unanimité droite-gauche. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais la loi Montagne de 1985, elle a été adoptée quasiment à l'unanimité. Et la loi de 2016, pareil à l'Assemblée nationale, sauf il y avait une voix contre. Devinez qui? Un certain Jean Lassalle, dont certains d'entre vous ont sûrement entendu parler, qui est un personnage. Bon. Au Sénat, ça a été un peu plus controversé. Il y a eu pas mal de votes contre et d'abstentions. Euh, mais donc, c'est qu'il y a quand même un front commun des élus de la montagne qui transcende clairement les divisions politiques. Et donc, qui leur donne une force, évidemment, au Parlement pour obtenir des aménagements, les aménagements législatifs souhaités. Il y a aussi l'idée qui est pas fausse non plus, c'est que dans les territoires de montagne, il y a souvent euh, peu de zones constructibles entre celles qui sont trop raides, celles qui sont exposées aux risques naturels. En fond de vallée, elles sont exposées aux inondations et aux crues. Plus haut dans la vallée, elles sont exposées aux avalanches, aux éboulements, et que donc il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits pour construire, développer, aménager, et que si en plus dans ce carcan naturel, il faut appliquer le carcan des règles euh, de ce code de l'urbanisme spécial, avec notamment la règle de la continuité, eh bien, vu de chez eux, ça bloque beaucoup de choses. Voilà, voilà ce que je peux dire. Merci. Donc, je vois quelques questions qui s'affichent. La première concerne donc les conventions communes aménageurs. La question qui t'est posée, c'est est-ce qu'elles sont toujours obligatoires, Oui, et les conventions? ça demeure, c'est mal connu. Moi, j'en ai fait l'expérience en étant au Club Alpin parce que vous savez qu'on a ce qu'on appelle un chalet skieur autrefois à Tignes. Le Club Alpin possède un chalet de skieur qu'il n'exploite plus lui-même, qui est remis en gérance et qui est couvert par une de ces conventions de développement touristique qui nous impose, par exemple, une période d'ouverture, un nombre de jours d'ouverture dans l'année, le maintien d'un certain type de location, de mise en location, l'interdiction de louer à l'année, mais d'en faire des lits chauds euh, euh, qui soient ouverts une grande partie de l'année. Et donc, les grandes stations, c'est un exemple que les grandes stations utilisent ces outils. À mon avis, c'est mal connu dans les petites stations et pas toujours appliqué. Disons que les élus, en tout cas, ne tirent pas tout le parti qu'ils pourraient de ce régime d'encadrement. Parce que c'est une faculté couvre la loi, c'est pas obligatoire, c'est une faculté. Une question sur l'interdiction de l'héliski. Qu'en est-il pour les drones et le deltaplane? Motorisé, j'imagine. Alors, les drones, euh, c'est un problème croissant. Ça fera partie des thèmes d'ailleurs, à mon avis, auxquels il faudra qu'on s'intéresse dans les développements à venir, parce que, ils ne sont pas couverts par cette interdiction et même la modification toute récente de 2022 qui a mis fin à toutes sortes de péripéties législatives sur les skis, exclut les drones.
Par contre, il y a quand même des restrictions dans les territoires protégés, dans les parcs nationaux. Je crois que c'est une règle nationale. Et dans la plupart des réserves naturelles, il y a une clause d'interdiction de survol pour tout engin à moteur qui s'applique à tout, y compris aux drones, en dessous d'une altitude de 1000 mètres par rapport au sol. Et ça, évidemment, en général, les drones, on ne les fait pas voler 1000 mètres au-dessus du sol. Donc, de facto, ça interdit les drones. Ça ne veut pas dire que c'est suffisamment surveillé, mais en dehors des espaces protégés, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles nationales et c'est un enjeu. Les parapentes, c'est tout à fait libre tant qu'ils ne sont pas motorisés. Ils ne sont pas du tout encadrés par une disposition nationale. Il y a uniquement les règles déjà de la propriété. On n'a pas le droit de décoller ou de se poser sans l'accord du propriétaire. Donc il y a des emplacements qui sont négociés localement. Puis il peut y avoir des mesures de police locales, des zones interdites, par exemple à proximité d'un héliport, des choses comme ça. C'est uniquement de la police locale. Une question sur la loi 4.4. Quand vous dites que les activités motorisées de loisirs sont interdites, s'agit-il de tous les engins motorisés? Je Oui, pense évidemment à la moto verte, par exemple, entre oui, guillemets. oui, absolument. Tous les engins motorisés, toutes les sortes de motos, triales, quelles qu'elles soient, à deux roues, trois roues, quatre roues, terrestres, les engins terrestres hein, à moteur. Et puis alors, les aéronefs, ben, c'est le texte Eliski qui couvre les aéronefs. Très bien, il reste quelques questions qu'on va peut-être garder pour la fin, pour passer à la deuxième partie. D'accord? On puisse ensuite échanger sur les enjeux et les perspectives. J'aborderai rapidement bon, les défis d'aujourd'hui, parce que même déjà depuis 2016, la précédente loi, révision de la loi montagne, il s'est passé des choses. Les signes de démarche qui vont vers une loi montagne 3. Et puis, pour la FFCAM, comment nous allons nous saisir de ou pas, de ce dossier. Voilà. Je vais passer plus rapidement parce que je suppose que vous connaissez tous, mais bon, les défis en matière d'environnement en particulier sont plus aigus, plus accentués que jamais ils n'ont été depuis 1985. Il y a évidemment le changement climatique accéléré en montagne plus rapide qu'ailleurs, comme vous savez, et qui a des effets aussi plus marqués qu'ailleurs en montagne, qui touchent l'enneigement, l'intensité des risques naturels, la biodiversité, à la fois des sécheresses et des inondations accrues et des conflits plus aigus sur la ressource en eau. Il y a la biodiversité qui souffre plus qu'ailleurs en montagne. Elle souffre des tendances générales d'atteinte à la biodiversité avec la réduction des habitats, l'artificialisation des sols, comme sur l'ensemble du territoire national. Mais en plus, elle y subit le stress du changement climatique et particulièrement du réchauffement, alors que beaucoup d'espèces montagnes sont des espèces reliques des périodes de glaciation, et donc évidemment le chaud, elle n'aime pas beaucoup. Et puis il y a la problématique du dérangement qui va concerner en particulier nos activités des sports de montagne, mais le dérangement, c'est aussi la chasse, c'est d'autres activités, les travaux en montagne, le secours en montagne, mais en tout cas, une fréquentation de la montagne globalement, et notamment de la montagne hivernale, qui a connu une intensification considérable. L'économie, je passe très rapidement, ce n'est pas notre domaine de spécialité à la FFCAN ni la mienne, mais il y a évidemment des enjeux économiques considérables autour de l'avenir des stations de ski. Vous en entendez sûrement parler. Il y a eu rapport sur rapport de la Cour des comptes sur les difficultés financières des stations de ski. Il y a un nombre de stations qui ferment. Il y a des demandes d'assistance sur fonds publics très controversées. Il y a eu un plan neige, un nouveau plan neige en Rhône-Alpes du temps de M. Vauquier. L'agriculture souffre aussi. Bon, elle souffre beaucoup d'abord de conditions de concurrence. L'agriculture et l'élevage, c'est surtout de l'élevage en montagne, mais s'y ajoutent les prédateurs,
qui sont très très mal supportés par la plupart de la profession agricole, comme vous le savez, et le cumul avec des problèmes de sécheresse très sérieux dans certains alpages où il y a des problèmes d'abreuvement des troupeaux. Il y a toujours la problématique démographique qui donc n'a pas a été enrayée dans beaucoup de territoires de montagne, mais pas partout. Il y a du dépeuplement, notamment dans les zones euh, qui ne sont ni des grandes zones touristiques, ni des piémonts ou des proximités de grandes villes. La montagne rurale, très rurale, comme les Alpes du Sud notamment, une grande partie d'entre elles, continue à se dépeupler. Il y a les transports qui sont toujours très insatisfaisants du point de vue des populations elles-mêmes pour leur transport à l'intérieur des massifs, mais aussi toujours des problèmes d'accès très insatisfaisants avec une proportion d'accès routier toujours très majoritaire vers les zones de tourisme et une insuffisance des transports ferroviaires. L'industrie aussi a joué un rôle important dans ces fameuses 30 glorieuses dans les vallées. Il y a eu des industries propres à la montagne, comme celle de l'aluminium, beaucoup d'industries qui utilisaient notamment la force motrice des cours d'eau, l'électricité produite par les barrages, qui a connu une grande récession, une grande réduction. Il n'y a pas forcément de nouvelles industries qui ont remplacé les anciennes. Et donc, tous les secteurs de l'économie présentent des difficultés. Alors, la défense de l'environnement aussi est évidemment, de notre point de vue, l'un des enjeux essentiels des années à venir, mais est très difficile. Hein. Pour avoir été une activiste moi-même personnellement depuis plus de 10 ans, j'ai vécu ça dans toute sa difficulté très concrètement. C'est d'abord depuis une petite dizaine d'années un droit qui est régulièrement en régression. Là, je parle du droit général. Hein. Je ne vais pas vous en faire à la liste. Il y a un très bon dossier qui a été fait par France Nature Environnement qui est sur son site sur toutes les régressions depuis 10 ans. Le tableau est quand même impressionnant. Et en face, il y a l'activisme des associations de défense de l'environnement, notamment devant les tribunaux, pour ce qui est des associations qui sont légalistes, comme la FFCAM, qui fait pas beaucoup de contentieux, un peu, mais pas beaucoup, et France Nature Environnement, dont la FFCAM fait partie, je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas, elle est adhérente en tant que fédération à la Fédération France Nature Environnement, qui fait beaucoup d'actions devant les tribunaux pour faire respecter le droit de l'environnement tant qu'il existe, et souvent avec succès. Ils ont une très très forte proportion d'affaires gagnées parce qu'aussi ils choisissent les meilleurs dossiers. Il y a eu des victoires comme la Croisière Blanche, qui était une course motorisée à la fois sur les routes et en dehors des routes dans les Hautes-Alpes, dans le Val-Gaudemar et le Champsaur, dans les Hautes-Alpes, qu'après une quinzaine ou une vingtaine d'éditions, on a réussi, enfin, quand je dis on, c'est le milieu associatif des associations de défense de l'environnement, à faire interdire définitivement. Sur les motoneiges, il y a eu des régressions parce qu'il y a eu une exception introduite par une ordonnance Macron, tiens, une ordonnance Macron quand il était ministre des Finances, pour autoriser le convoyage de la clientèle vers les restaurants d'altitude en motoneige, alors que la loi était rédigée de manière très restrictive et les tribunaux avaient considéré que ce n'était pas autorisé en France par la loi. Et donc, quand les tribunaux annulent une activité qui a commencé à prospérer ou la déclarent illégale, eh bien, les élus se mobilisent pour la légaliser et donc faire modifier la loi pour mettre fin à cette jurisprudence. Alors, pareillement, France Nature Environnement et Mountain Wilderness ont gagné récemment un contentieux en matière de loisirs de motoneige qui était développé à grande échelle à Champs-Rousse sur le domaine skiable, qui a également été déclaré illégal. C'est allé jusqu'en appel, puis en cassation. La Cour de cassation a confirmé.
Et on peut être assuré que c'est un sujet qu'on va retrouver dans les années à venir pour tenter de le légaliser. Il y a aussi tout le domaine des énergies vertes et notamment le photovoltaïque, mais aussi la microélectricité, où là, on est toujours dans un débat, je dois dire, très difficile entre la protection de la nature et des cours d'eau et le besoin de développer une électricité renouvelable. Alors là, il y a des arbitrages très, très difficiles et des évolutions. Et la loi a été libéralisée pour faciliter le photovoltaïque au sol, n'importe où sur le territoire, dans les communes rurales. Donc on voit déjà et on va voir se multiplier des parcs photovoltaïques à grande échelle sur nos pentes de montagne. Et puis, donc, en matière de SCOT, il y a eu plusieurs réformes des SCOT, schémas de cohérence territoriale, notamment des débats épiques sur le besoin de leur évaluation environnementale. Et le contentieux là s'est noué autour du SCOT de Maurienne, qui vient de faire l'objet cet été 2025 d'un jugement en appel de la Cour de Lyon, qui a confirmé l'analyse de France Nature Environnement sur l'étendue de l'obligation d'évaluation environnementale pour les UTN inscrites dans un SCOT, d'une part, et d'autre part, qui a maintenu l'annulation en première instance de 4 UTN inscrites au SCOT de Maurienne sur le fondement de la loi montagne. J'ai relu en l'honneur de notre conférence ce jugement sur le fondement de la loi montagne, des articles généraux de protection des espaces montagnards, comme quoi elle sert encore à quelque chose. Pourquoi est-ce que nous pensons, Olivier et moi, nous avons lancé cette conférence ou accéléré cette conférence parce que on sent les préparatifs vers une loi Montagne 3. Alors, quelles en sont les forces et les acteurs? Alors, d'abord, il y a l'ANEM, Association nationale des élus de la montagne, qui est donc une organisation transpartisane, je dois dire très efficace, très implantée à la fois dans les territoires et qui a une forte influence au Parlement et dans les ministères, et qui, dans son congrès de 2025, auquel Olivier était présent, ici même était présent, a adopté une motion en vue de l'élaboration d'une loi Montagne 3. Je l'ai quelque part. Elle reste encore assez vague sur ses objectifs. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire les thématiques. Je l'ai là, pas loin. Parallèlement, il y a dans le cadre de l'Assemblée nationale une mission d'étude qui a été qui a été initiée et confiée à 2 députés, Xavier Roseren, député de Haute-Savoie, et j'ai oublié son prénom, Monsieur Feignet, député des Hautes-Pyrénées, sur la transition des stations de montagne. Et il se soucie évidemment de l'avenir de ces fameuses stations ski menacées par la baisse de l'enneigement, menacées d'ores et déjà bien affectées par la baisse de l'enneigement et de la transition économique de ces stations. Et donc, nous avons participé, Olivier et moi-même, à une audition à l'Assemblée nationale de ces 2 députés, comme quoi il y a des députés qui invitent les associations environnementales et qui les écoutent. Et cette mission devait rendre des conclusions avec des propositions, mais nous n'en disposons pas à ce jour. Il s'en faut de quelques semaines apparemment, c'est prévu pour fin décembre. Pareillement, l'ANEM, dans la suite de sa motion au Congrès, avait annoncé préparer 30 mesures à inscrire dans une nouvelle loi montagne, mais elles n'ont pas été publiées à ce jour, donc je ne peux pas vous en parler plus en détail. Euh, Autre acteur majeur, la Cour des comptes et les cours régionales des comptes, qui depuis 10 ans
On fait des études économiques, des inspections, des rapports, des prévisions d'évolution pour l'avenir, des critiques du système de financement, notamment du ski et des stations de ski, abondamment, surabondamment. Et comme je l'indiquais, notamment le plus récent rapport de la Cour des comptes qui est très critique sur l'insuffisante prise en compte du changement climatique et des besoins de transition des stations de ski vers d'autres modèles moins dépendants de la neige, ça a provoqué un véritable sursaut de révolte au sein du Conseil national de la montagne. Et puis, il y a d'autres lobbies qui sont très actifs. Il y a les lobbies notamment du ski, Domaine skiable de France, qui réunit toutes les sociétés d'exploitants de remontées mécaniques, le syndicat des moniteurs de ski, évidemment, qui s'inquiètent pour leur avenir, on peut les comprendre, des lobbies, bien sûr, du tourisme, qui plaident régulièrement, par exemple, que la montagne française est trop protégée. Par exemple, la loi sur l'héliski est trop restrictive, sur les motoneiges aussi, c'est trop restrictif et ça les pénalise dans leur concurrence avec les pays voisins. Voilà, donc ça, c'est aussi un thème qui revient régulièrement. Il y a bien sûr le lobby du sport à travers qui a réussi, du sport et du tourisme unis qui ont réussi à plaider et à faire approuver l'organisation de JO en 2030. Quel sujet peut-on s'attendre à voir sortir du bois dans les semaines et les mois à venir, dès qu'on va ouvrir la boîte de Pandore de la loi montagne? Alors, on va voir revenir les concepts de solidarité nationale avec le besoin d'un financement accru, notamment à cause de cette transition du changement climatique liée au changement climatique qui va coûter très cher, de l'aggravation des risques naturels, donc solidarité nationale appelée à financer. Il y a d'énormes besoins en termes de modernisation de l'immobilier touristique. Donc, il y a à la fois besoin de mécanismes juridiques et financiers pour imposer des rénovations, notamment dans les grands immeubles, les copropriétés, mais aussi les locations individuelles. On va voir revenir la pluriactivité et le travail saisonnier. Il y a eu quelques avancées quand même en 2016, mais modestes. Et les difficultés des nombreux métiers qui fonctionnent sur la pluriactivité, notamment été-hiver, leurs problèmes sont loin d'être résolus. Or, les stations de tourisme ont de plus en plus de mal à recruter. Donc, les employeurs poussent à faciliter, améliorer leur situation sur leur plan de la protection en droit du travail et en droit social. Et en matière de logement aussi. Ils ont d'énormes problèmes de logement, les saisonniers. Voilà, ça c'est des vieux sujets, mais qui sont plus d'actualité que jamais. Alors, moi j'identifie en matière tout ce qui est les sujets environnementaux, des risques très forts de régression, encore pire qu'en 2015-2016 où on était très très inquiet à cause du contexte général et où finalement, je dirais, on a largement sauvé les meubles. Il n'y a pas eu de régression majeure à part le fameux domaine des UTN qui exaspère les élus locaux. Sur les LISCI, il y a un lobby très fort, mais je pense que le sujet est clos parce qu'il y a eu 3 lois successives en l'espace de 2 ans qui ont remanié la législation sur les LISCI. Donc, je pense que le sujet est clos. Sur les motoneiges, à cause de l'affaire de Champs-Rousse, on va voir revenir les domaines skiables qui espèrent bien développer une activité là, dans les domaines skiables, une activité complémentaire qui puisse rapporter des sous. La question de la démolition des installations obsolètes qui a été abordée en 2016, mais qui est loin de vraiment faire le tour de la question et surtout d'assurer un financement qui va être extrêmement difficile, alors que la multiplication des infrastructures abandonnées va être considérable au fil des années. Il y a beaucoup de sujets eau et nature qui nous tiennent à cœur.
et sur lesquels on risque de voir arriver peut-être des propositions d'amélioration de notre part qui ne seront pas accueillies à bras ouverts, mais surtout des propositions d'atténuation des règles actuelles. Il y a le sujet qui revient continuellement des retenues collinaires, avec une thématique des élus maintenant. On ne fait plus des retenues pour la neige artificielle, on fait des retenues collinaires multifonctions. Donc, c'est très bien, ça sert à tout le monde, c'est dans l'intérêt général. Il y a la très large question des risques naturels accrus, où il y a toujours les solutions que j'appelle béton qui viennent sur la table contre les solutions fondées sur la nature. Donc le débat, par exemple, de renaturation des cours d'eau ou au contraire de multiplication des digues, des ouvrages, des paravalanches partout en montagne. Il y en a déjà pas mal, mais certains voudraient encore les multiplier. Il y a de notre côté non seulement l'idée de développer les zones protégées, parce que finalement, c'est la seule chose qui tient le coup. On voit bien qu'en dehors des zones spécifiquement protégées en droit de l'environnement, il y a un grignotage permanent. Mais l'enjeu, c'est aussi la préservation du statut des zones existantes, parce qu'il y a aussi des démarches pour les affaiblir, comme ça a été le cas il y a quelques années pour les parcs nationaux, où il y a une réforme des parcs nationaux. Là aussi, on a limité les dégâts, je dirais, mais la démarche, c'était d'affaiblir très fortement le régime de protection des parcs nationaux. Il y a le sujet zéro artificialisation nette, qui, je dois dire, est un sujet très difficile. Moi, je sais pas comment, moi, je le soutiens, mais je ne sais pas comment on va faire, et qui est régulièrement mis en cause. Par exemple, la loi particulière qui est en cours de discussion pour faciliter les JOP de 2030 a rajouté, car il y a un article qui a été rajouté récemment en disant bah, les contraintes du zéro artificialisation nette, ça ne s'applique pas aux ouvrages olympiques. Ils n'entrent pas dans le décompte des surfaces artificialisées. Ah bah tiens, c'est bien commode. Il y aura le sujet des prédateurs qui va revenir, qui revient régulièrement. La situation n'est pas satisfaisante de leur point de vue. Et j'ai entendu dire que j'ai entendu des déclarations, pas seulement le loup, mais ils veulent revenir sur l'élimination de l'ours, le lynx et d'autres nuisibles selon les anciennes dénominations. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout clos. Et puis, il y a des sujets qui nous tiennent à cœur, qui ont bougé ces derniers temps, mais qui peut-être vont rester en dehors d'un débat loi montagne parce qu'ils ne seraient pas applicables strictement, limitativement au territoire de montagne. C'est les questions de chasse, les chasses aux oiseaux avec la diminution drastique des oiseaux typiques de montagne, notamment les gallinacés de montagne, bon, qui continuent à être chassés par endroits. Mais contentieux après contentieux, on arrive à promouvoir des interdictions, mais c'est une lutte épique. Et puis, il y a un sujet dont vous avez dû entendre parler à la suite d'une loi de 2023, la liberté d'accès aux espaces naturels. C'est un problème très important pour nous, mais très important en montagne, mais qui couvre l'ensemble du territoire national. Mais peut-être qu'une voie d'entrée serait de plaider pour des clauses spéciales à la montagne. Je ne sais pas, c'est une piste. Il reste à savoir ce que nous allons en faire. Alors, qu'est-ce que la FFCAM, quel rôle va-t-elle jouer dans ces débats qui s'ouvrent? Elle a beaucoup d'atouts, elle a une forte implantation territoriale, elle est très largement représentée au CNM, dans les comités de massif, dans toutes sortes d'instances locales, des commissions départementales des sites, des commissions de gestion Natura 2000. Elle a un réseau de bénévoles motivés dont vous faites certainement partie les uns et les autres. Il y a un engagement fort dans le projet fédéral actuel Cap sur 2030. Et puis, elle a des handicaps que j'identifie comme une certaine prudence face aux élus locaux et un manque dans nos réseaux de juristes compétents et disponibles pour suivre le travail législatif. Moi-même, je l'avais fait en 2016 très étroitement, mais c'est un travail de Romain de suivre les débats, de suivre les débats législatifs, les amendements qui surgissent de partout, réagir, écrire aux députés pour leur dire ce qui ne vont pas. Bon, moi, je l'avais fait largement
avec l'appui de la FFCAM et puis dans le cadre du réseau juridique de FNE, mais c'est un travail de Romain. Alors voilà, je pense il nous faut anticiper. Là, pour l'instant, on n'est que dans les prémices, on est dans les gestations très amont. Donc, il est temps d'anticiper, de s'organiser, de préparer d'avance quelques propositions et quelques lignes rouges, je pense peut-être pas trop nombreuses, sur lesquelles on voudrait se battre. Et je vous soumets l'idée qu'il faudra collaborer, continuer à collaborer étroitement avec France Nature Environnement et Mountain Wilderness, avec qui on a pratiquement à 99% toujours les mêmes analyses et les mêmes propositions, et donc faire front commun. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour cette présentation là, très intéressante, très nourrie et très stimulante. On peut revenir donc sur certaines questions qui ont été posées tout à l'heure. La première, c'est sur la loi ZAN, tu en as un peu parlé. Donc, euh, est-ce que les élus ont des positions homogènes sur cette loi? Elle a fait l'objet de prises de position assez radicales hein, lors du congrès de l'ANEM. Bon, voilà, il est difficile de dire si elle est vraiment homogène, mais peut-être tu as plus d'éléments, Marie-Laure. Alors, cette Loisanne, elle illustre très bien les paradoxes, je dirais, de notre société, parce que l'idée de réduire drastiquement, de manière échelonnée sur les 20 prochaines années, d'ici 2050, sur les 25 prochaines années, notre consommation d'espace naturel, elle a été inscrite dans la loi climat et résilience, comme justement un des outils de la résilience des territoires. Et elle a été votée très massivement. Et c'est quand même nos députés, ils sont pas complètement, nos députés, nos sénateurs, ils sont complètement pas hors sol, hein. Ils ont tous des ancrages territoriaux très forts. Et ensuite, quand la loi vient sur le terrain et qu'il faut l'appliquer, euh, tout le monde pousse, tous les élus locaux poussent des cris d'orfraie en disant qu'ils ne savent pas faire. Alors, moi, personnellement, là, je vous donne un avis personnel, je suis un peu d'accord avec eux, à savoir que c'est bien joli pour la loi de fixer des objectifs chiffrés, mais si on ne donne pas les outils pour savoir comment on fait, ben, c'est pas facile. Alors, il n'y a pas vraiment d'outils dédié, vraiment bien défini, qui donne une maîtrise renforcée aux élus par rapport aux outils dont ils disposent actuellement. Alors donc, on est dans un contexte général, national, de remise en cause de l'objectif ZAN, et il y a eu, je connais pas à fond, hein, je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu des reports d'échéance déjà sur le plan national. Et alors, dans les territoires de montagne, ils vont vous expliquer que c'est encore plus compliqué, justement parce que ces territoires ont tellement peu d'espace aménageable. Et puis, certains vous diront qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts. Or, les bases de référence pour savoir par rapport à quand on calcule l'artificialisation ne sont pas favorables à ceux qui ont fait des efforts déjà dans le passé. Et donc, toutes les occasions sont bonnes pour le remettre en cause, comme dans la loi Jeux olympiques. Donc, voilà, il y a ce double discours. Au Parlement, on est très allant, c'est génial. Et puis, ensuite, sur le terrain, ben, on ne sait pas comment faire. Voilà un peu où on en est. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des demandes de dérogation spéciale montagne sur Lausanne. Pas impossible. Il y avait donc une question sur la complexité de l'accès au code, notamment pour les bénévoles. Et donc, je pense d'une certaine manière, ton mémo cherche à répondre à cette difficulté de mieux cerner finalement les différentes applications de la loi montagne. Oui, il y a une difficulté d'accès aux droits, c'est certain, et en particulier à la loi montagne. Alors, il y a mon mémo qui vient d'être mis en ligne, qui en gros reprend un peu ce que je vous ai dit dans la première partie, mais avec des références précises. Il y a tous les numéros des lois, des décrets, des articles, enfin, surtout au niveau législatif, parce que alors, au niveau des décrets, ça se multiplie encore. Mais enfin, il y a les principales références. À partir de là, quand on a les références précises, on peut aller voir directement le texte réel dans Légifrance, voir ce qu'il dit exactement. Il faut savoir se servir de Légifrance. Moi, je trouve que c'est pas très facile.
Ce qui est à redouter en particulier, c'est les lois de simplification. Ça, c'est redoutable. Parce que c'est transversal, alors il y a de tout dedans. C'est impossible pour les associations d'aller surveiller ça dans le détail. Et puis on se retrouve avec des brèches, des coups de couteau appliqués ici ou là et qu'on n'a pas vu venir. Une petite précision concernant la réglementation des drones. Elle ne concerne que les réserves naturelles nationales et non régionales. Mais c'est bien possible parce que s'agissant des réserves naturelles nationales, il y a des règles nationales au Code de l'environnement, puis ensuite il y a le décret propre à chaque réserve, mais il y a déjà des règles nationales qui interdisent le survol des réserves naturelles et ça s'applique aux drones. Par contre, les réserves naturelles régionales ne peuvent pas contenir de réglementation en matière de circulation aérienne parce que l'État a voulu se garder la compétence en matière de circulation aérienne en ayant peur des élus locaux. Donc, l'espace aérien des réserves naturelles régionales n'est pas préservé par le statut des réserves. L'État avait peur que des élus s'amusent à créer une réserve naturelle régionale, par exemple, juste en bout de piste d'un aérodrome majeur, avec interdiction de survol. Vous voyez l'idée. Bon, je ne sais pas si c'est sérieux, mais enfin, je crois que c'était ça au départ. Mais résultat, pour les drones, on est un peu dépourvu. Disons que c'est pas impossible de réglementer, mais la réserve par elle-même ne peut pas le faire. Il faut saisir le préfet, enfin les autorités compétentes en matière de circulation aérienne pour faire adopter une réglementation. Une question sur le rôle au niveau européen. Est-ce que la réglementation européenne pourrait être influencée? Est-ce que c'est envisageable d'influencer cette réglementation européenne en vue d'une interdiction donc européenne pour les ski pour essayer d'harmoniser finalement la situation d'un pays à l'autre? Alors oui, c'est intéressant, c'est une idée intéressante. Actuellement, dans le droit de l'environnement de l'Union européenne, dans toutes les grandes directives d'environnement, il y a bien sûr plein de choses qui s'appliquent en montagne, comme la directive Habitat qui énumère tous les habitats protégés. Il y a bien sûr des habitats de montagne, mais il n'y a pas de clause juridique propre à la montagne. Et je crois qu'il y avait eu une tentative au moment de la Convention alpine de mettre le sujet de l'héliski dans la Convention alpine. Et puis ça a abouti certainement parce qu'il y avait des pays qui n'en voulaient pas, certainement. Mais oui, ça pourrait être une piste, ça pourrait être une piste. En tout cas, ça aurait le mérite de couper l'herbe sous le pied à la théorie de la concurrence faussée entre stations touristiques. Euh, c'est pas absolument évident, mais ça pourrait être une piste, oui. Une demande sur les possibilités de s'associer avec les autres associations, FNE, la LPO, Mountain Wilderness. Euh, qu'est-ce qui est envisageable? Donc, il y a déjà des connexions qui existent, hein, puisque voilà, on est un certain nombre à être en relation sur ces thématiques. De même concernant les alertes pour le comité directeur de la FFCAM, si je comprends bien, euh, et éventuellement trouver des conseils. Donc j'imagine que ça vient voilà, de groupes de bénévoles locaux qui souhaiteraient s'impliquer davantage et peut-être alerter la FFCAM sur certains sujets. Comment est-ce qu'on peut procéder? Est-ce qu'il y a des connexions existantes? Alors, sur la première question, la coordination avec FNE, MV, LPO, la situation est un peu variable. S'agissant de France Nature Environnement,
Donc, la FFCAM est association, comment elle a un statut particulier. Il y a plusieurs types d'associations membres de la fédération. J'ai tout d'un coup un petit trou de mémoire. En tout cas, elle est membre adhérente à France Nature Environnement. À ce titre, elle est invitée aux associations, aux assemblées générales. Elle est invitée à des réunions périodiques des présidents des associations nationales. Quand j'étais au comité directeur, c'était moi qui représentais la FFCAM à ces différentes instances. Et il existe un réseau montagne au sein de France Nature Environnement qui s'est un peu formalisé depuis 2 ans au sein d'un réseau plus large parce que France Nature Environnement est une organisation avec très peu de salariés, beaucoup de bénévoles et organisée en réseau avec une tête de réseau qui est appuyée par un salarié et puis des réseaux de bénévoles. Et il y a un réseau territoire et mobilité au sein duquel a été constitué un sous-réseau montagne. Alors c'était dans le passé informel, pas structuré. Ça s'est structuré un peu plus. Et la FFCAM siège de droit dans ce réseau montagne. Avec MV, la situation est différente. Il y a une tradition de coopération, et notamment localement, parce que souvent, localement, au niveau régional, notamment dans les Alpes, en Pyrénées, je ne connais pas, mais FNE aura et FNE départementaux ont souvent des réunions interassociatives, des réseaux interassociatifs qui se réunissent plus ou moins régulièrement avec MV, avec la LPO et qui coordonnent les positions. Par exemple, quand il y a un nouveau SCOT pour partager l'analyse du projet de SCOT et les observations à faire, mais aussi quand il y a des projets de sites classés, des projets de travaux, etc. Donc ça, c'est un peu variable localement. Ça dépend beaucoup de vos initiatives à vous, bénévoles, et notamment des initiatives du comité départemental FFCAM. Moi, j'estime que c'est son rôle de développer ces liens. Quant au signalement, alors à la fédération, eh bien, il y a eu une réorganisation avec la nouvelle équipe dirigeante. C'est à Hélène de répondre, alors, puisqu'elle est vice-présidente chargée de l'environnement. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, Françoise Kouchner qui préside la commission environnement, l'ancienne commission fédérale de protection de la montagne. C'est elle qui nous représente auprès de France Nature Environnement. Et bien sûr, si vous avez des alertes, des signalements à nous faire, on est évidemment là pour vous écouter, répondre à vos questions et relayer les alertes. Il y a quelques mois avec le Scott Maurienne, justement, hein, à la demande du club alpin de Maurienne, et donc avec l'aide de Marie-Laure qui nous a conseillé sur le plan juridique sur voilà quelle position est-ce qu'on devait prendre vis-à-vis de ce deuxième Scott Maurienne. Bien, bah, écoutez, je crois qu'on arrive au bout des questions. Marie-Laure, vraiment, merci beaucoup pour cette conférence tout à fait passionnante et pour tout le travail de préparation hein, que ça représente. C'est rendu vraiment accessible et ça clarifie vraiment les enjeux actuels. Donc, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité de consulter le mémo de Marie-Laure sur le site de la FFCAM, plus différents articles hein, qui sont mis en ligne. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous remercier tous hein, et puis à vous souhaiter une bonne fin de soirée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine conférence des mardis du comité scientifique. Bonne soirée à tous et merci encore à Marie-Laure.